l'aventure de la presse yiddish. Une série de 15 émissions proposées par Henri Minzeles et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série réalisée avec le concours de la Fondation Doron. L'aventure de la presse yiddish. Ce sera donc une série de 15 émissions que j'aurai le plaisir de vous présenter dans le cadre de notre université radiophonique qui nous permettra d'aborder au fil des mois, des prochains mois, différents aspects de la culture juive. Henri Minzeles, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous préparez actuellement une thèse sur la communauté juive de Vilno en Lituanie. Et la presse et la littérature yiddish sont pour vous un domaine de prédilection. Alors la presse yiddish ce n'est pas seulement de l'histoire d'ailleurs, car il existe aujourd'hui encore une presse yiddish en Israël, en Amérique du Nord, en Amérique latine et même en France où paraît un quotidien yiddish, Unser Wort. Oui, c'est absolument exact. D'ailleurs, je suis toujours frappé par cette vitalité de la langue d'une part et la vitalité du journalisme juif en particulier. Et cela me rappelle une histoire, une anecdote qui souligne cette vitalité. Il y a une cinquantaine d'années, un écrivain qui s'appelait Jakob Gladstein, qui écrivait très bien, qui faisait de très jolis poèmes, racontait cette histoire. Le yiddish, disait-on déjà à l'époque, était très malade et les médecins avaient l'habitude de se pencher sur sa santé, sur son sort. Ils venaient avec leur stéthoscope, ils commençaient à tâter le pouls du yiddish, et un médecin hochait la tête, et puis alors après un deuxième médecin venait, c'était un grand professeur, il disait « Oh là là, ça va pas bien du tout, le cœur ne bat pas régulièrement, vraiment le yiddish est très malade ». Seulement, voilà, à chaque fois qu'il venait, ce qui s'est passé, c'est que les médecins sont morts bien avant et le yiddish est toujours là. Et Gladstein racontait cette histoire pour montrer qu'effectivement, malgré les vicissitudes de l'histoire, malgré effectivement ce qui s'est passé, le génocide qui a anéanti 5 millions de yiddishophones, la tragédie en Union soviétique, la création de l'État d'Israël qui a privilégié, et c'était normal, l'hébreu aux dépens du yiddish, et bien tout ça, il n'en demeure pas moins vrai que le yiddish est encore une langue parfaitement vivante. Et puis il y a actuellement un renouveau culturel du yiddish. Oui, que l'on observe d'ailleurs en tout lieu, aussi bien aux États-Unis. Il y a un petit mouvement qui s'appelle Jugendruf, qui est très intéressant, qui est très significatif. Il y a en France l'AETSI, qui est l'association pour la diffusion du yiddish. Il y a aussi le fait que cette langue, ça correspond quand même à une sorte de judéité revendiquée par les Juifs eux-mêmes. Certains font teshuva, d'autres s'engagent dans la politique. Il y en a qui partent en Israël, et puis il y en a qui retrouvent leurs racines. Et je crois que le yiddish, justement, c'est le retour à des racines, et à des racines d'ailleurs qui valent la peine d'être raconté ici même. Quelques mots peut-être sur cette langue tout à fait particulière qu'est le yiddish. Sur l'origine de la langue, ça date d'un millénaire. C'est né au bord du Rhin, dans la vallée du Rhin. Cela provient ce qu'on appelle le Mittelhochdeutsch, c'est-à-dire le moyen haut allemand, qui a donné naissance à deux langues. Il y en a une qu'on connaît bien, qui est l'allemand. Et puis l'autre a donné naissance au yiddish, qui est parti, disons, d'un dialecte qui était parlé dans la vallée du Rhin pour devenir une langue pleine et entière, une langue de fusion, puisqu'au cours des siècles, elle a ramassé des termes aussi bien russes que polonais, que français, etc. Par exemple, Sprinz, qui est un prénom yiddish, vient de Esperanza, de espérance. Je donne cet exemple. Puis il y en a d'autres encore. Oui, à tel point que contrairement à ce que l'on croit souvent, le yiddish n'est pas un dialecte, c'est même l'une des langues les plus riches du monde. Une langue extrêmement riche, à un point tel que ceux qui s'y intéressent n'ont tout simplement qu'à acheter, par exemple à la bibliothèque Medem, les deux dictionnaires français yiddish, yiddish français. Ils verront qu'on peut dire une foule de choses et on peut apprendre une foule de choses. Il est vrai qu'il y a beaucoup de mots hébraïques là-dedans, ce qui est tout à fait normal puisque c'est quand même une langue juive. D'ailleurs, ça c'est la particularité disons des langues juives parlées par les juifs. Il y en a toujours eu plus ou moins deux. Il y a eu l'hébreu, l'araméen, le ladino,
l'hébreu, le yiddish, l'hébreu et ainsi de suite. Et ça, c'est une caractéristique très juive en tout cas. Henri Minzeles, nous allons revenir en conclusion de cette promenade à travers l'histoire de la presse yiddish sur la période contemporaine. Mais je voudrais que nous commencions comme il se doit par la genèse de cette presse qui a joué un rôle social politique tout à fait considérable, au moins jusqu'à la Shoah. Alors, Henri Minzeles, comment et pourquoi cette presse yiddish est-elle née ? Il faut remonter au milieu du 19e siècle pour comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut remonter beaucoup plus loin. Il faut remonter infiniment plus loin. Et je citerai 3 dates, peut-être parce que j'ai une déformation historiciste de la chose. Je pense qu'il faut remonter d'abord, par exemple, la presse française. Tout le monde sait que c'est la Gazette de Théophraste Renaudot, une date 1631. Alors les Juifs là-dedans. Les Juifs, c'est pas tellement plus tard. Ce n'est pas le 19e, ni le 19e, ni le 18e. C'est en 1675, il est paru le premier journal, une première gazette qui s'intitulait la Gazette de Amsterdam, qui était un journal judéo-hispano-portugais. Et puis tout de suite après, en 1686, est paru le premier journal en yiddish et qui est paru également à Amsterdam. C'est-à-dire que entre 1631 et 1686, il ne s'est écoulé qu'un demi-siècle où déjà la presse yiddish a commencé à naître. Je ne dirais pas que c'était une presse de masse, c'est pas vrai, c'est paru à quelques centaines d'exemplaires, mais ça a eu le mérite de paraître pendant un certain temps. Et puis effectivement, il y a eu un long hiatus qui fait que les premiers journaux réellement ont paru à la fin de la première partie, disons, dans les années 1850, c'est-à-dire, comme vous disiez, au 19e siècle. Et puis même avant, il y avait les almanachs, qui étaient une sorte de presse yiddish à grand tirage, celle-là. Oui, c'est ça, et qui était d'ailleurs très lue parce qu'il y avait une foule de renseignements. C'est une mine, c'est une source extraordinaire de ce qui s'est passé à l'époque dans les différentes communautés juives. Et les almanachs étaient très prisés par les Juifs. Meine Kind, mein Preis, die Furcht weg soll sein, a Sohn, a guter. Ich beit mit Tränen in mich schreck, deine teure, liebe Mutter. Die Furcht, mein Kind, mein einzig Kind, a Rieber weite Jamen. Hoi immerhin, nor frisch gesinnt, inne nicht vergess dein Mame. Ja, vorgesinnt in Kim mit Blick, jede Woche a Briefel schick, der Mames Herz, meine Kind, der Quitt. A Briefele der Mammen, sollst dich nicht versammeln. Schreibe geschwind, mein Liebkind, schenk ihr die Nechume, oi die Mame wird us Briefele lesen, in sie wird genesen, heilst ihr Schmerz, ihr bitter Herz, der quickst ihr die Nechume.
Abriva der Mammen, sollst dich nicht versammeln. Schreib geschwind, mein liebe Kind, schenk ihre Diene Chume, oi die Mame wird us Briefele lesen, ihn sie wird genesen, heilst ihr Schmerz, ihr bitter Herz, der quickst ihr Diene Schume. Alors, que s'est-il passé, Henri Minzelles, au XIXe siècle? Alors, au XIXe siècle, on peut dire que c'est quelque chose d'époustouflant qui se produit, puisque il y a à la fois les idéologies qui arrivent, le siècle des Lumières qui, sur le plan yiddish, se traduit par la Haskalah, il y a une explosion démographique et il y a aussi des migrations très fortes. C'est-à-dire que ce sont trois choses différentes, mais les unes s'imbriquent dans les autres. Autrement dit, la Haskalah, c'est le siècle des Lumières en milieu juif, avec le désir de la part des communautés juives ou de certains guides de ces communautés de se séparer d'un Moyen-Âge qui n'avait que trop duré, et de voir et de prendre en compte ce qui se passait alentour. C'est la Révolution française, c'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe petit à petit aussi en Russie. C'est le désir aussi de s'affranchir d'une oppression qui durait déjà disons depuis des siècles. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, il y a une explosion démographique, puisque à la fin du siècle dernier, il y avait déjà 9 à 10 millions de juifs dans le monde, et ce phénomène a continué jusqu'en 1939, qui a été l'apogée, où il y avait 18 millions de juifs dans le monde. Et cette explosion démographique s'est complétée par des migrations, dont l'une a été très importante, c'est l'immigration juive aux États-Unis, pour des raisons d'ailleurs que nous étudierons un peu plus tard. Alors, la démographie, c'est quelque chose d'extrêmement important et on ne le dit pas peut-être suffisamment. Il ne faut pas oublier que dans les années 1880, un régime qui était autocratique en Russie, légèrement libéral, sous Alexandre II, change totalement à partir de 1880 avec les pogroms. Ces pogroms donnent une désolation, une abomination dans les masses juives, qui étaient déjà très nombreuses, puisqu'il y avait entre 4 millions et 5 millions de juifs qui vivaient en Russie, et qui dit Russie dit également Pologne, Lituanie, une partie de la Roumanie, etc. Qui fait l'ancienne zone de résidence. Oui, mais la zone de résidence existe déjà effectivement depuis la fin du XVIIIe siècle, mais on pouvait encore plus ou moins se déplacer. À ce moment-là, il y a vraiment ce qu'on appelle un enfermement. Et dans cet enfermement de la zone de résidence, il n'y a pas d'autre possibilité pour certains juifs de partir. Et il y a un vent de panique infiniment plus fort que ce qui se produit actuellement en Union soviétique, qui fait que des centaines de milliers de gens vont quitter la Russie, qui est absolument inhospitalière, et pourtant ils y vivaient déjà depuis des siècles, pour se diriger vers les Amériques. C'est à ce moment-là que l'Amérique, d'ailleurs, accueille 60 ou 70 millions de réfugiés, d'immigrants de tous les pays d'Europe. Les uns partent parce qu'il y avait une famine, c'est le cas en Irlande. Les autres partent parce que les conditions économiques sont extrêmement mauvaises, c'est le cas en Pologne. D'autres partent parce qu'il y a un antisémitisme absolument forcené, et c'est le cas pour si bien que dans les années à partir de 1881 jusqu'à 1914, des centaines de milliers de juifs quittent cette zone de résidence, quittent donc la Russie, pour aller dans la libre Amérique de ce qu'on appellera plus tard le Skandenemland, c'est-à-dire la terre dorée. La naissance de la presse yiddish aux États-Unis. C'est cela. Mais auparavant, il y a la naissance de la presse yiddish en Pologne et en Russie. Alors, la naissance de la presse yiddish en Pologne et en Russie est directement liée à la situation économique et, disons, sous le plan humain, dans lesquelles vivent ces communautés juives, c'est-à-dire une oppression en raison de leur appartenance à un groupe ethnique, qui est le peuple juif, et aussi une oppression économique, puisque c'est à ce moment-là que nous assistons à une industrialisation de la Russie, les voies ferrées, les entreprises qui se créent, l'industrie qui se monte, le machinisme qui arrive, qui fait que les Juifs
à leur tour, deviennent des agents de production. Et il n'est pas rare de voir des familles entières, des gosses de 8-9 ans travailler dans des manufactures de tabac, des femmes travailler des 14 et 15 heures par jour, des hommes travailler jusqu'à 18 heures. À ce moment-là, donc, un vent de contestation se lève dans les masses juives qui se considèrent comme des masses opprimées. Donc, il y a une double oppression, une oppression nationale et une oppression économique. Et cela va se traduire par une conscience de classe, mais aussi par un désir de traduire ce mécontentement dans des journaux. C'est tout simple. Et alors, au même moment, Mitzeles, le yiddish devient une langue à part entière. Absolument. Le yiddish acquiert ses lettres de noblesse, ses lettres de créance, puisque parti d'un dialecte, comme on a dit tout à l'heure, moyen haut allemand aux environs du 10e, 11e siècle, au 19e siècle, nous observons une floraison d'une véritable littérature qui s'exprime par les trois grands, c'est-à-dire par Mendele, puis par Sholem Aleichem, et enfin par Peretz, qu'on appelle communément le grand-père, le père et le fils. Ce sont ces trois personnages qui n'ont aucun lien de filiation, sous le plan de la famille, mais qui ont un lien de filiation sous le plan de la littérature. C'est à partir de là que la littérature yiddish va devenir une littérature qui fera partie de la littérature européenne. Et j'imagine que ces trois auteurs vont s'intéresser à la presse yiddish. Absolument, surtout Peretz. Et Mendele aussi, il raconte les voyages de Benjamin III, qui est une forme épistolaire et une forme de journalisme assez élaborée. Tous les trois vont s'y intéresser. Alors, il y a également, au même moment, et vous le disiez il y a un instant, une politisation très forte, parce que les Juifs vivent dans des conditions extrêmement difficiles et ils ressentent le besoin de l'exprimer. Et puis, au même moment, c'est la naissance après la Haskalah, la naissance de mouvements politiques juifs. C'est ça. Parti, disons, d'un état d'âme, parti d'une contestation, il est tout à fait normal que s'organisent sur le plan politique des partis juifs qui vont mener derrière leur drapeau des dizaines et des dizaines de milliers de gens, de juifs, qui croiront dans une société meilleure, dans une société de justice sociale. Et on peut dire qu'il y a donc deux mouvements de libération nationale. Il y a un mouvement de libération nationale, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, 1897 est l'année de l'espoir, en réponse à 1881 qui a été l'année du désespoir. 1897, c'est la naissance de deux mouvements nationaux qui deviendront des frères ennemis pour des raisons que nous connaissons bien. C'est d'une part le premier congrès sioniste qui se tient à Bâle, c'est la naissance du sionisme politique, avec Theodor Herzl en tant que chef incontesté de la branche du sionisme, et c'est d'autre part un parti socialiste juif, plus communément nommé Bund, c'est-à-dire l'Union des socialistes juifs du Bund, qui naît la même année d'ailleurs que le congrès de Bâle à quelques semaines d'intervalle. Et ces deux mouvements, jusqu'en 1917, auront des objectifs différents, mais ils auront quelque chose en commun. Ils se revendiqueront d'abord comme juifs. Et aussitôt après leur création, ces deux mouvements vont se doter d'une presse. Je dirais même avant la création de ces mouvements, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont les journaux, comme les intellectuels eux-mêmes, qui ont senti la nécessité de se fédérer au travers d'un mouvement, au travers d'une organisation. De même qu'il y a eu des journaux sionistes où il n'y avait pas encore le sionisme politique, mais qui existaient déjà, par exemple à Vilna ou à Odessa, qui étaient des journaux néo-hébraïques. Il ne faut pas oublier l'importance d'Eliezer Ben Yehuda, qui a forgé la langue hébraïque moderne. Il ne faut pas oublier non plus Arad Ham, qui dans ses articles intitulés « Au carrefour » a montré à quel point Eretz Israël était le centre, la préoccupation majeure des Juifs du monde entier. Et bien de la même manière, il y a eu des journaux comme Arbeiterstimme, La Voix des travailleurs, qui est né avant que le Bund soit créé. Mais tout ça s'est passé à quelques années de distance, puisqu'en 1897, il y avait déjà d'une part la création du Bund, d'autre part la création du sionisme, avec les journaux qui existaient déjà. Alors cette politisation très forte de la presse yiddish, eh bien ce sera le thème de notre second entretien. Merci Henri Mitzeles.
C'était l'aventure de la presse yiddish, une série d'émissions proposée par Radio Communauté Judaïque FM avec le concours de la Fondation Doron.